Nouvelle journée qui démarre, comment ça va vous? Nous on va très très bien, je dis on parce que toute l'équipe de Ça va le faire vous attendait pour démarrer cette journée avec du sourire, de la bonne humeur. Un invité qui nous rejoint dans un instant, on évoquera un sujet qui va forcément vous parler puisque tout le monde en parle, l'intelligence artificielle. Rien que ça. Restez bien avec nous. En plateau, nos chroniqueurs sont là aussi. Les animaux, le cinéma, on va se régaler. On va évoquer plein de sujets, je vous le disais. Prenez le temps de prendre votre petit déjeuner pendant 1 heure. Ça se passe dans Ça va le faire. Générique, on se retrouve au salon juste après. À tout de suite. On s'installe, ça y est, c'est l'heure du petit déjeuner et on le prend ensemble dans Ça va le faire. Bienvenue Thierry, je vous en prie, installez-vous. On va faire comme si vous étiez arrivé à l'heure et se dire que la journée. Je suis pas très en retard pour un mec en retard. Non, ça va. Non, pour un mec en retard. Non, vous étiez très à l'heure. Enfin, presque. Donc on va faire un petit tour de table dans un instant. Oui. Laissez-moi vous dire que notre invité Jordan Tournois va nous rejoindre dans quelques minutes. Il vient d'arriver dans l'appartement de Ça va le faire pour évoquer un nouveau campus qui va s'installer à Nice et on va y parler intelligence artificielle. Rien que ça, je sais que ça va vous faire réagir. On en parle ce matin dans Ça va le faire avec une partie de l'équipe. Johanna, Stéphane, comment ça va tous les deux? Super. Tout est parfait. Enfin, ouais, on est bien. Content. On a connu pire. On est à la maison. Voilà, on est à la maison, on profite d'un bon moment. Et à la maison, on accueille Tonton Titi. J'ai pas dit papy, j'ai dit tonton. Oui. Mais ça ne saurait tarder. Non. Ça ne saurait tarder. Laissez-moi encore un petit peu de temps. Oui, voilà. On n'est pas pressé. Oui, on n'est jamais pressé. Ouais. Mais voilà, je n'ai jamais été aussi près. C'est vrai. Si vous voulez. Ça va vous, la ferme? La ferme? Là, la ferme. La ferme. Si tu veux, je me tais. Hein. Quoi, t'allais dire la famille? Non. J'allais dire la famille et c'est devenu, entre la famille et la forme, c'est devenu la ferme. Mais c'est vrai. Voilà. Mais vous savez que mes arrière-grands-parents étaient fermiers. Ah bon? Voilà, mais un jour je vous raconterai. D'accord, très bien, c'est gentil. Sinon, pour répondre à votre question, je vais très bien, je vais toujours très bien le matin quand je suis avec vous et je salue évidemment celles et ceux qui nous font l'honneur, l'amitié d'être avec nous ce matin et qui je souhaite une belle matinée et une très très bonne journée. Avant de parler intelligence artificielle, eux sont bien réels, ici, présents sur le canapé. Si je tends le bras, je peux presque les toucher. Oui. De quoi on va parler avec nos amis chroniqueurs aujourd'hui? Je sais que vous avez le bras long. Oui, c'est vrai. Vous pourriez. Je vais saluer Johanna. Comment ça va, Johanna? Toujours très très bien. Bah super, voilà, direction. Vous allez comprendre pourquoi il a dit ça. Oui, non, pourquoi il a dit quoi? Il y a toujours un message avec Thierry. Oui, exactement, mais on va se parler après. Oui. Et puis sinon, pour celles et ceux qui n'auraient pas la subtilité ou compris au premier coup, le replay. Bien sûr. Ça permet de vendre l'émission sur le site internet tvmonaco.com, bien sûr. Bien sûr. Johanna, direction Antibes. Oui. Aujourd'hui, on rappelle évidemment, pour celles et ceux qui auraient loupé les précédents épisodes, que vous êtes l'ami des animaux. Et là, aujourd'hui, aquariophilie, terrariophilie. Plein de choses en philie. Voilà, oui, ça, exactement. Ouais. C'est ça. Je vous parlais du nouveau salon, enfin pas le nouveau, ça fait 21 fois qu'il existe, qu'il est passé. Mais on va parler de terrariophilie, d'aquarophilie et de l'oiseau. Et c'était à Antibes. Voilà. Antibes. À Antibes. L'oisoliphilie, voilà, qui sera aussi très intéressant. Pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup les... Mais je crois que ça ne se dit pas. Non, je ne crois pas. Non. Je crois que c'est ornithologie. Oui, c'est mieux. Stéphane, vous confirmez, vous qui êtes un homme de culture? Ornithologie. Ornitho, je suis d'accord. Ornitho, bien. On verra pour le reste. Voilà. S'il y a un doute, n'hésitez pas à nous appeler. Est-ce qu'il y a des vipères? Sûrement. Oui, parce que. Oui, il y a beaucoup de serpents, oui. En étudiant la chronique de Johanna, j'ai appris qu'il y avait des vipères qui voyaient dans le noir. Ouais, comme Stéphane. D'accord. Qui lui voit dans le noir puisqu'il est toutes les semaines dans les salles obscures. C'est une petite transition. Et vous êtes allé la chercher celle-là. Avec un super film. Je sais que c'est votre coup de cœur. Ça, je sais parce qu'on en parle souvent au bureau. Tous les matins, j'arrive, je dis Stéphane, tu veux un café? Il faut que je te raconte le film. C'est La Pampa. La Pampa. Ouais. Encore un joli film, puisque vous êtes peut-être un pro des salles obscures, mais là, en l'occurrence, quelque part, c'est dans les grands espaces que vous allez nous mener avec ce film. Pas vraiment dans les grands espaces du Mexique, parce que là, on va partir dans le Maine-et-Loire, entre Semur et on va être près de Semur, Angers, voilà. Et on est dans un petit bled qui s'appelle le Longuet-Jumelles, et sur un terrain de cross, de motocross, qui s'appelle La Pampa. La Pampa, à ne pas confondre avec la Bamba des... Oui, et Los Lobos. Et Los Lobos. Parabala, la Pampa, ça ne marche pas. Et en chantant, ça nous donne... Bon, voilà.
Merci Vous de savez que les rester. téléspectateurs vont nous appeler pour nous demander la marque du café. Oui, c'est vrai. franchement, Non, non, ce n'est que du le café. monsieur qui nous fournit le café va avoir ses ventes qui vont partir en flèche. Ce sera bien pour lui. L'intelligence artificielle, Ouais. il en est beaucoup question. Il y a un débat autour de tout ça dans le cinéma justement en ce moment. On pourra peut-être en parler avec notre Évidemment, invité. bien Sinon, sûr. moi, je reviens en fin d'émission pour vous divertir. Avec l'instant quiz. Si je peux le faire. Et vous le divertir, faites très bien, mon cher vous Thierry. divertir et vous proposer un petit quiz. Je vous souhaite une très bonne émission. Merci beaucoup. À tout à l'heure, mon cher Thierry. Retournez dans vos appartements pour mieux revenir, effectivement, en fin d'émission. Jordan Tournois, notre invité, lui, va prendre place dans le fauteuil du salon de Ça va le faire. Petit tour en coulisses pour lui. Raccord maquillage, comme on dit dans le jargon de la télé. Et ça y est, on est prêt à prendre le petit-déj. Comment ça va, Jordan? Bienvenue. Très bien, merci beaucoup. Johanna, Stéphane, Enchanté, Jordan. je vous présente Jordan. Super, merci. Puisqu'on va évoquer une école, un campus qui va s'installer à Nice et qui est là déjà bien présent avec un sujet qui va parler à tout le monde aujourd'hui. Et ce mot qu'on entend partout, intelligence artificielle. Merci d'avoir accepté l'invitation en tout cas. Merci beaucoup. Et ravi d'évoquer tout ça ensemble. Alors, avant de parler de l'école, de ce qui va se passer, de ce qui se passe déjà sur la Côte d'Azur, votre présence à Monaco, ici ce matin. Monaco, c'est un coin que vous regardez particulièrement. Dans un instant, on verra le CV, il y a eu plusieurs activités. Mais sur la Côte d'Azur, c'est un voisin qu'on regarde attentivement sur tout ce qui se passe, dans le développement de certaines choses. Oui, Monaco, on parle souvent d'intelligence artificielle du côté de Sofia. Ouais. Où c'est quand même une technopole qui sont quand même très branchés au niveau de l'IA. C'est vrai. Et on verra que c'est plutôt une approche tech, Ouais. alors qu'ici, à Nice et à Monaco, c'est plutôt de l'usage. Ouais. Quotidiennement, l'IA peut s'apparenter à plusieurs domaines, et Monaco est particulièrement concerné parce que c'est un endroit très, très dynamique. Bon, on va évidemment évoquer aussi votre parcours et ce CV qu'on va découvrir, quelques dates que vous nous avez envoyées pour découvrir un petit peu ce que vous avez pu faire, avec d'abord un peu de sport notamment, sûr. l'univers du sport qui était très présent. Oui, ancien sportif de haut niveau Ouais. en gymnastique artistique, et j'en ai fait mon métier pendant pratiquement 15 ans. Ok. Et ensuite, l'IA est arrivée un petit peu plus tard. Comment vous rencontrez ça? Parce que j'imagine que, comme tout le monde, l'IA, l'intelligence artificielle, on évoquera la data tout à l'heure, on essaiera d'en savoir un petit peu plus, Bien parce sûr. que c'est des termes qu'on entend, je le disais, mais parfois qui sont un peu flous. Bien sûr. On va essayer d'éclairer certaines choses ce matin. Quand vous entendez parler intelligence artificielle pour la première fois, vous vous dites quoi? C'était dans quel cadre? Vous vous souvenez un petit peu? Alors, déjà, donc sportif, ça a Ouais. été mon métier. Et après ça, j'ai repris les études après, en passant de Master 2 pour avoir des outils et pour améliorer mes connaissances. Et par rapport à ça, j'ai intégré une école de formation, une école des cadres pour former des collaborateurs, leurs compétences managériales. Et cette dimension humaine qui a commencé dans le sport santé, qui a pris après, qui s'est développée dans l'accompagnement RH. Ouais. Mes dernières années, j'étais en charge de l'enseignement supérieur, et ce doctorat que j'ai passé aussi, qui petit à petit, l'enseignement, c'est devenu comme quelque chose de majeur dans ma vie, donc il fallait faire un choix. Et j'ai vu ce magnifique challenge, notamment à Nice, un territoire que j'apprécie tout particulièrement. Nice, sûr. j'en tiens la région sud au Oui. sens large. Bassin méditerranéen. Exactement, au sens large, et dans un domaine de l'IA qui éveille ma curiosité, mais pour autant, je ne suis pas forcément un expert de l'IA au départ, mais c'est quelque chose qui va avoir un impact sur les territoires dans leur ensemble et les organisations. Ivan City, on en parle puisque c'est de ce campus dont il est question, et on va vous donner toutes les infos ce matin avec son directeur de développement, Jordan Tournois, qui passe ce petit moment avec nous. Mais on en parle, c'est bien. Voir quelques images et s'intéresser encore de plus près au sujet, c'est encore mieux. C'est ce qu'ont fait nos équipes. Regardez, écoutez, et on développe tout ça juste après. Le recrutement des élèves se passe en 3 temps. Donc la première, ils viennent sur notre site Ivan City et ils déposent un dossier de candidature, des questions assez classiques. Et ensuite, ils sont amenés à venir, soit venir chez nous, on est ravis de les accueillir, ou aussi par visio. Et donc c'est un entretien. C'est un entretien, on va dire, exploratoire, plus que d'évaluation, où l'idée c'est vraiment de découvrir le profil, les motivations aussi du candidat. Et donc la troisième phase, c'est au niveau de l'inscription, ça va être le concours.
le concours d'admission. Donc, ils sont invités à nous rejoindre ici au sein du campus Ivan City pour avoir à la fois une épreuve d'évaluation au niveau des capacités à aptitude mathématique. Et la deuxième évaluation, ça va être aussi mesurer leur connaissance en termes d'IA et data. Et surtout aussi, la dimension de cette évaluation va être de challenger et de voir justement leur appétence vraiment par rapport à leur projet professionnel et aussi l'intérêt pour l'école. Notre rôle en tant qu'école, c'est de pouvoir leur donner confiance et pour leur donner cette assurance qu'ils ont vraiment une part à jouer dans tout le monde de l'IA et tout ce qui va se jouer dans l'avenir et dès maintenant en fait. C'est intéressant, l'avenir est dès maintenant, parce que oui, on parle IA, on parle data. Ça veut dire quoi tout ça? Vous avez 2 heures, allez-y, c'est un sujet du... 2 heures. Non, effectivement, c'est des termes qui arrivent aujourd'hui pour les parents. Les enfants un peu moins, ils sont quand même plus sensibles à ça, mais oui, c'est des termes qui font peur, on en parlera un petit peu après. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ce côté data, ou data science, ou science de la donnée, et plutôt un côté intelligence artificielle. Donc les deux sont étroitement, voire intégralement liés. La data, c'est vraiment la collecte d'informations, donc des données brutes ou structurées, par rapport à l'informatique, des statistiques, de la prédiction, etc., qui vont permettre de mesurer des actions qui sont passées, donc c'est du factuel, pour envisager des choses dans l'avenir. Et en fait, l'IA va se nourrit de ces informations, de ces données, pour ensuite, on parle d'intelligence artificielle, donc c'est des algorithmes qui vont être implémentés par l'homme. Encore une fois, l'IA est au service de la dimension humaine et pas l'inverse. C'est une première crainte d'ailleurs ça, que la machine va remplacer l'homme, mais ce n'est pas le cas. Et par rapport à ces algorithmes, on va permettre à des machines, pour parler simplement, de comprendre des choses, d'apprendre et de réagir de manière autonome. Est-ce qu'il faut en avoir peur de ces intelligences artificielles? Parce que je sais qu'on en a discuté un petit peu, Johanna, avant cette émission. Il y a beaucoup de flou, beaucoup d'interrogations autour de tout ça. Comme les robots, je crois que c'est Elon Musk qui fabrique des robots en ce moment et je crois qu'il va utiliser l'IA. Donc c'est de ça que les personnes ont peur en fait, que les robots remplacent les humains en fait. Oui, alors en fait aujourd'hui, pour être totalement franc, il y a une double crainte. La première, c'est que le robot va remplacer la dimension humaine. Comme tu l'as dit, c'est important, mais ce n'est pas le cas. Et la deuxième crainte, et je vais y revenir après, c'est plutôt est-ce que les métiers vont disparaître? C'est ça. C'est non. Alors qu'en fait, les métiers vont évoluer. C'est des bulles spéculatives, mais IA, c'est quelque chose de pérenne. Les métiers vont évoluer, mais pour moi, le principal risque aujourd'hui, c'est les personnes, les organisations, les jeunes ou les professionnels. Si ça ne s'appuie pas sur l'IA pour améliorer leurs compétences, ils vont être dépassés. Et c'est ça la principale crainte pour moi. Parce que moi, j'ai même vu, il n'y a pas longtemps, un petit reportage où il montrait un médecin chirurgien qui opère le cerveau, qui était dans son salon devant un ordinateur. Et en fait, il opérait quelqu'un à distance, à des milliers de kilomètres dans un autre pays. Et en fait, avec son ordinateur, il pilotait un robot qui avait des mains. Et donc, via l'intelligence artificielle, etc. Donc, oui, ça peut développer aussi, mais bon, ça aussi, je pense, des... Non, mais voilà, c'est des apps qui sont en train d'être franchies, c'est pas encore acté. Hein. Bien sûr. Mais effectivement, notamment dans la santé, pour prédire des choses, des cancers, etc., avec 5 à 10 ans d'avance, pour gagner du temps, pour éviter des fois l'erreur humaine, ça peut arriver à un médecin, bien évidemment, mais surtout peut-être pour être plus productif sur certaines tâches. Une opération d'un médecin, ça peut peut-être prendre 5-6 heures. Peut-être avec des machines, peut-être qu'on peut en faire peut-être un peu plus, mais la dimension, elle restera humaine, elle reste toujours au cœur de n'importe quelle action, que ce soit en santé, en éducation, en sport. Ça veut dire que de toute façon, derrière l'IA, il y a toujours des hommes et des femmes? Oui. C'est ça finalement? C'est ça. Et c'est ce qui peut être rassurant. Quand on parle d'intelligence artificielle, parfois, effectivement, comme on vient de le dire, c'est « oulala, ça fait peur parce que, voilà, on ne sait pas trop où on va ». Mais il faut bien s'apercevoir, et le message que vous allez passer, on va le comprendre en évoquant aussi les rôles de l'école et du campus, c'est de se dire que l'IA peut améliorer le quotidien et le développement de certains métiers, de certaines compétences. En gros, il faut le prendre comme ça, c'est ça? Il faut le prendre comme ça, en sachant qu'il faut donc une certaine expertise, d'où l'intérêt de l'école, de comprendre ces enjeux, de pouvoir accompagner les jeunes dans leur évolution de carrière, mais aussi les professionnels en reconversion qui veulent donner une nouvelle dynamique dans leur entreprise ou améliorer leur performance de l'organisation, de se saisir de ces enjeux, de réussir à, donc ces enjeux technologiques, autour de la data et de l'IA qu'on a vu précédemment, mais aussi d'avoir ce côté business. Cette IA, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait au service de la santé? Qu'est-ce qu'on en fait au service de l'enseignement? Qu'est-ce qu'on en fait au service du sport?
Et un troisième pan qui est super important, c'est l'éthique. C'est quand on va travailler ces données, l'IA, comment on va les intégrer, comment on va le faire par rapport à ces biais, mais l'encadrement, notamment en termes de santé, le RGPD, le côté juridique. Et c'est vraiment ce triptyque, tout ce qui est technologie, IA et data, et aussi éthique, mais également aussi business. C'est la pédagogie assez innovante de l'école. Elle est fondée sur ces trois choses importantes. C'est la seule école qui existe en France ou il y en a d'autres? Complètement dédiée à l'IA, c'est la seule. Voilà. Elle est à Paris. Il y a un campus qui est à Paris et là, elle s'implante localement à Nice pour des raisons évidentes. La première, effectivement, c'est d'abord la deuxième terre d'IA après l'Île-de-France. Donc entre Sofia, Nice d'usage, mais aussi Monaco, Bien sûr, évidemment. Il y a aussi une volonté très forte d'être ancré dans un territoire, donc être au plus proche des besoins des petites PME, mais aussi des grands groupes, mais aussi même des acteurs publics qui veulent améliorer la qualité des services publics, bien évidemment. Et ce positionnement de Nice qui est aussi transfrontalier. Parce qu'on le verra tout à l'heure, aussi l'ambition de l'école qui est top 1 aujourd'hui en France par rapport à l'IA, C'est de se avec une développer ailleurs. ambition d'avoir une envergure européenne. On continue d'en parler, de cette école qui arrive, qui est là sur la Côte d'Azur, ce campus qui s'installe progressivement. Et ces termes qui finalement posent question, intelligence artificielle, data, on commence à en savoir un petit peu plus. Et on évoque tout ça de façon très positive ce matin avec notre invité Jordan. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. On a plein de choses à se dire, plein de sujets à évoquer. Le cinéma tout à l'heure, mais d'abord les animaux. Ne vous inquiétez pas, on ne remplacera pas votre magnifique chienne Johanna à la maison. Il n'y a pas de souci, elle est bien là. Et on la garde. Voilà, les animaux, c'est tout de suite. Jingle. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi je vous ai lancé là-dessus, parce que c'était Stéphane qui devait démarrer. Oui, c'est bien ça, je me suis Et vous me dites rien. Je me suis posé la question, je me suis dit, peut-être qu'il s'est trompé. C'était complètement un piège, en fait. C'est pas du tout les animaux, c'est le cinéma. Alors, ça va être Stéphane, allez. Voilà. Donc là, franchement, pour le coup, je voulais voir si vous suiviez. J'ai pas osé vous couper, Sébastien, pour vous dire. J'ai pas osé. Écoutez, c'était un test. Voilà. Non, pas du tout, je me suis complètement trompé. Donc on fera les animaux tout à l'heure. Voilà, exactement. On va garder l'ordre, ne vous inquiétez pas en régie, les garçons, ne vous inquiétez pas. Et c'est Stéphane qui va. Comment ? Galanterie, peut-être. Galanterie aussi, c'est vrai, mais en même temps, on vient d'avoir la preuve. Inconsciemment. Vous savez ce qu'on... En fait, tout ça, ça nous apprend quoi ? Que l'erreur est humaine et que l'intelligence artificielle aurait peut-être pu m'aider là-dessus. Parce que là, je me suis bien loupé. Je me suis dit, ça se trouve, il s'est loupé tout à l'heure quand Mais il me l'a dit. mais en fait... attendez, comme à la maison, on n'arrête pas de le répéter tous les matins. Donc quand on se trompe et on le dit. Pas de problème, c'est pas du tout les animaux, c'est le cinéma. Les animaux sera tout à l'heure. On file au cinéma. Où là aussi, parfois, il est question d'intelligence artificielle. Je vais en parler justement. Et ça tombe bien parce que Stéphane nous en parle. Le jingle était bon, ne vous inquiétez pas. Et là, aujourd'hui, sur le coup de cœur ciné de Stéphane, on y arrive. Une histoire d'amitié dans un monde de terre et de sable. C'est sur un circuit de moto, motocross d'ailleurs. Oui. La Pampa. La Pampa, c'est un premier film qui est réalisé par un réalisateur, Antoine Chevrolier. Donc il a grandi dans cette petite ville, Longuier-et-Jumelles, qui est à 20 km de Saumur. Donc on est en Maine-et-Loire, on est en Anjou. Et ce qui est important, c'est que ce film a été présenté à Cannes l'année dernière, en 2024, dans la semaine de la critique. Et ce qui était assez intéressant, pour faire un petit flashback sur Cannes, il y avait cette année 3 réalisateurs, une réalisatrice et 2 réalisateurs qui ont raconté comme ça des films d'apprentissage sur une jeunesse qui allait passer à l'âge adulte. On avait parlé de Diamant Brut, on avait dégusté ici aussi du Comté avec 20 dieux, qui est un vrai succès parce que le film a déjà fait 800 000 spectateurs. On parlait d'un jeune paysan qui voulait concourir dans un concours de Comté. Là, cette fois, on est dans une histoire d'amitié avec Willy et Jojo. Willy, lui, il est mécanicien, mais ils sont tous les deux, bien sûr, lycéens. Ils passent leur bac, ils sont en terminale. Et Jojo, lui, est le pilote de ces concours, de ces compétitions de motocross. Antoine Chevrolier, d'abord pour parler de lui, il vient de la série. C'est son premier long métrage. Il a réalisé Le Bureau des légendes. Il a réalisé quelques épisodes aussi de Baron Noir. Alors, sur Le Bureau des légendes, il avait déjà rencontré Artus, que l'on va retrouver aussi dans la distribution de ce film, qui joue le rôle d'un coach de motocross. C'est lui l'entraîneur, c'est lui le coach de Jojo. Ça fait 3 minutes que vous en parlez. Johanna vient de s'apercevoir qu'elle l'a vu. Non, j'ai pas vu le film, j'ai vu la bande-annonce. Ah, d'accord, ok, Oui, très quand bien. vous avez dit Artus. Et puis il a réalisé une série sur l'étudiant Malik Ousekine, où il avait pu rencontrer, donc pour Disney+, Saïd Alami, qui est l'autre comédien, qui est le brun. Alors, Amaury Fouché joue le rôle de Jojo, c'est le blond sur l'affiche qu'on vient de voir. C'est une histoire d'amitié, donc tous les deux sont en terminale, et bien sûr ils s'ennuient un peu, et leur passion effectivement est le week-end de se retrouver sur ce terrain de motocross. Ce qui est compliqué dans le sujet de ce film, c'est qu'il est compliqué de raconter, de révéler ce qu'il va se passer. C'est quand même une tragédie, on est dans une tribu, on est entre la famille, l'amitié forte.
l'amitié et il va se passer des éléments et une circonstance qui va à un moment bouleverser complètement leur équilibre. Je préfère qu'on regarde la bande-annonce. Chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression d'être en 1950. Avec votre mentalité de merde, là. Bon les gars, il reste une course, hein. Allez, hein. T'inquiète. Faut rien lâcher. On va s'entraîner. Maintenant, c'est tous les jours à la Pampa. Accélère! T'as vu comme il est fier de toi, ton père? Accélère! Tu fermes ta gueule, t'as rien vu, ok? Si mon père est tombe dessus, je suis mort. Dégage. C'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus de championnat, plus de croche. J'ai dit à ton père, c'est mort, d'accord? Qu'est-ce que tu fous, Willy? Mais vous voulez pas me laisser tranquille une fois? Ose ramener ta gueule ici! Papa. Tu me fais honte, c'est pas pour qui, moi? Il est où, Jojo, là? Je sais pas. S'il te plaît, je voudrais aller à Bahia. T'inquiète pas. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin. Je retiendrai de place dans l'avion. Très bien. Très loin du son des accordéons. En tout cas, après tout ça, vraiment qu'on se barre de ce bled. Regarde-moi bien, Narvalo. Je te jure qu'on bouge d'ici. Pas facile de ne pas tout dévoiler, mais à la fois la bande-annonce est très bien faite parce qu'on a l'état d'esprit, on a l'univers, mais on ne dévoile pas grand-chose, mine de rien. Non, il faut garder complètement vraiment l'esprit de ce film. Alors, ce qui est intéressant dans l'écriture, il y a Damien Bonnard qui joue le rôle du père de Jojo, est vraiment un comédien incroyable, très intense. Pareil, Artus en contre-emploi complet, Ouais. un espèce de coach. Enfin, là, il est coach de motocross, mais il a vraiment un vrai contre-emploi. Là, vraiment, je vous demande d'aller voir le film. C'est pas du Artus qu'on a pu voir dans les comédies. Vous allez découvrir ce personnage assez fort. Ce qui est intéressant dans l'écriture de ce film, c'est que au lieu d'avoir des personnages avec une écriture linéaire où on s'attend souvent à avoir une histoire qui va se défiler, eh bien là, pas du tout. Le réalisateur a choisi plutôt de nous emmener des fois un peu loin. On est vraiment en éveil en permanence. On est parfois un peu perdu, mais en même temps, on sait qu'on est sur la tension du film. Pour nous parler de cet entourage, pour nous parler de son village et pourquoi il a eu envie de raconter cette histoire, on l'a rencontré. Que moi, à travers ma trajectoire personnelle, je me suis rendu compte il y a quelques années qu'il y avait encore plein de tabous à l'endroit des singularités. On vit dans des endroits où l'anonymat n'existe pas trop. On connaît tous, nos parents connaissent les cousins, les voisins, tout le monde se connaît et c'est super, il y a plein de bons côtés. Mais il y a le mauvais côté, c'est qu'il y a une perte totale d'anonymat. Et donc que la moindre différence, la moindre singularité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, elle est souvent moquée, appuyée, violentée. Et donc en fait, cette violence un peu du collectif face à l'individu, c'était quelque chose qui était important pour moi. Donc, et puis j'ai constaté avec ma nièce, avec les gens qui habitent encore sur place, que en fait, ça n'avait pas bougé, que les mentalités n'avaient pas forcément bougé. Donc en fait, c'était ça qui nous intéressait, c'était de montrer qu'effectivement, il y avait encore des tabous qu'il fallait faire sauter, parce que ça pouvait encore blesser des jeunes filles ou des jeunes hommes, mais même ça pouvait encore blesser des grands-parents ou même des parents. Là, on est vraiment aussi sur l'écriture des réseaux sociaux, quand on parle de l'IA, et le film bascule aussi, parce que les réseaux sociaux existent et que la violence aussi intervient dans les réseaux sociaux. Voilà, Pampa, premier film, allez découvrir ce film est déjà en salle depuis une semaine, donc vous pouvez y aller. En tout cas, c'était un vrai coup de cœur à Cannes et j'espère qu'il aura un bon succès auprès du public. Voilà, le coup de cœur à Cannes, le coup de cœur de Stéphane aujourd'hui dans Ça va le faire, La Pampa. Mais pour revenir à Cannes, pour faire une petite parenthèse, l'an passé au Festival de Cannes, dans le marché du film, un réalisateur polonais qui s'appelle Patrick Vega a réalisé un film totalement en IA, qui s'appelle Poutine, et qui raconte l'ascension au pouvoir de Poutine. Donc là, on est vraiment dans un regard très personnel. Le film est encore inédit en France, il n'est pas sorti, mais il a complètement été fabriqué en IA. Bien sûr, on a reconstitué la voix de Poutine, on a reconstitué le physique de Poutine, et là, on est dans du deepfake, enfin vraiment, mais on est vraiment dans une écriture où l'IA a vraiment son importance, et le film a fait sensation. Il n'était pas en compétition, il était en marché du film, mais ça prouve qu'on peut, sur des personnages existants, raconter des histoires assez fortes en essayant d'inventer une vie qu'ils n'ont pas eue
envie de raconter eux-mêmes ou de relater. Merci Stéphane pour cette parenthèse cinéma, mais on va prolonger la discussion avec notre invité puisqu'on évoque l'intelligence artificielle. Et Jordan Tournois, vous êtes directeur du développement de cette école, Ivan City, ce campus de Nice qui est une grande première sur la Côte d'Azur. Et en prolongeant tout ça, avant d'en venir à l'école et ce que vous allez proposer, ce que vous proposez, c'est surtout ce que vient de dire Stéphane, ce côté, on peut presque tout faire avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'une voix, aujourd'hui, on peut la reproduire, un physique, on peut le reproduire. Ça paraît dingue. Ça paraît dingue. C'est ce qui va permettre d'éveiller beaucoup de conscience, d'aller beaucoup plus loin certaines choses. Effectivement, il faut encadrer ça. Donc c'est pour ça que l'éthique est très importante, notamment en termes de cinéma. Qui a fait ça, ou une peinture qui a fait quelque chose. Il y a vraiment un encadrement très fort. Mais de pousser la réflexion, d'aller plus en profondeur sur beaucoup de thématiques, et de permettre à des personnes aussi d'exister, on va dire, par rapport à un outil qui est au service de la dimension humaine, et de générer, d'éveiller des vocations pour permettre aussi d'améliorer la société. Avant de vous donner la parole, Johanna, juste un mot sur les formations que vous allez proposer. On va rentrer dans le détail. En gros, vous formez les prochains IA-ingénieurs. Exactement. C'est comme ça qu'on les appelle. Parce que j'allais dire, l'intelligence artificielle, finalement, on crée des métiers et donc des écoles. Le but, c'est ça, former ces IA-ingénieurs de demain. Exactement. L'école, elle est assez unique. On l'a vu tout à l'heure, sa pédagogie est assez innovante, où il y a de la technologie avec de l'IA, du business, c'est-à-dire l'intérêt général, le principal de l'école, c'est l'employabilité. Et après, cette éthique est très importante. Et ce que l'école vise, la raison d'être, elle est éducative, mais elle a aussi un positionnement très spécifique, c'est parce que c'est ni une école de commerce, ni une école d'ingénieur, c'est une école pour la société. Donc ça renforce ce côté très éthique, donc une école qui est au service des territoires, des étudiants, mais également des professionnels. Johanna, je vous ai vu réagir tout à l'heure. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'encadrement en France au niveau de l'IA ? C'est une vraie question parce que... Oui, c'est une vraie question. En fait, l'encadrement, c'est des directives européennes qui sont assez contraignantes d'ailleurs, qui des fois empêchent l'innovation de vraiment... on voit que des fois qu'aux États-Unis, c'est peut-être un peu plus flexible à ce niveau-là. Donc, on a une directive européenne qui sont déclinées à l'échelle nationale et qui s'appliquent. Donc, c'est très encadré encore. Mais aujourd'hui, ça avance tellement vite parce que, la réglementation a du mal encore à encadrer ça. Et c'est pour ça que d'où le fait d'avoir un outil, une école qui est vraiment qui permette d'avoir... De doter les futurs IA-ingénieurs d'avoir ces compétences très fortes, solides pour être des managers innovants, mais aussi responsables pour le futur de la société. Mais parce que ce sont des nouveaux métiers, finalement. Exactement. C'est pour ça que tout à l'heure, il n'y aura pas forcément peut-être une pénurie de métiers, parce qu'il y a toujours eu des évolutions. Quand Internet est arrivé, il y a des évolutions de métiers. Donc là, les métiers vont évoluer. Effectivement, pour moi, le principal enjeu, c'est de se saisir de ces outils et de faire des profils qui vont se doter de ces outils de l'IA avec la data, qui vont s'hybrider soit des domaines de l'éducation, soit du sport, etc., pour contribuer à accroître la performance. Et aussi, je me pose la question... Johanna, elle est comme à l'école. Elle lève la main, elle a plein de questions. Qui éveille des choses. Bien sûr. Mais tant mieux. Il va me faire oublier ma question. Non, en vrai, dans votre école, je me posais la question, comment on fait pour détecter aussi de l'IA sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que souvent, des fois, on voit Emmanuel Macron parler, on ne sait pas si c'est de l'IA ou si c'est vraiment le président de la République qui parle, ou alors des fois, il y a des catastrophes naturelles. Ça dépend. Si c'est 49.3, c'est vraiment lui. On se dit que c'est vraiment un incendie, tout le monde dit « Ah là là » dans les commentaires, « Ah là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» etc. Les médias relaient cette info alors qu'au final, c'est une fake news. Comment on fait pour détecter quand c'est de l'IA ou pas ? Par exemple. Alors déjà, les fake news, on en a toujours eu. Et avec l'IA, ça n'a pas forcément s'arranger. Ça va forcément déformer des images, des sons, des personnages aussi. On a vu tout à l'heure le cas de Poutine qui va être réincarné autour d'un film, un ouvrage qui est complètement réservé en IA. Il y a des petits indicateurs, la qualité de l'image aussi, le prompt, comment il a été généré. Mais c'est comment vous dire ça ? C'est la question de se poser, c'est vraiment la personne, qu'est-ce qu'il y a derrière le message ? C'est d'abord, c'était pendant le Covid, il y a eu beaucoup de fake news. Il y a aussi cette curiosité personnelle de se dire, il y a ça, ok, je prends un peu le temps, j'ai pas peur, un peu de recul, un regard un peu, qu'est-ce que c'est l'IA, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'en connais, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'il est possible de faire, je me renseigne un petit peu. Donc il y a d'abord
une posture éthique à avoir personnelle en disant non, je n'écoute pas, je fais mon propre raisonnement, je m'appuie sur des faits, etc. Ça, c'est déjà le premier indicateur par rapport à ça. Mais c'est sûr que ça va impacter, ça fait partie du paysage de fake news qu'il faut avoir oui, conscience. forcément. Mais est-ce qu'on peut espérer un jour que l'IA puisse dans des domaines, je ne sais pas, sur l'alimentaire par exemple, pour sauver des gens qui n'arrivent plus à se nourrir, ou en santé, ou en économie, parce qu'on a des vrais problèmes économiques. Est-ce que l'IA pourra un jour amener des solutions que l'humain n'a vraiment pas et nous aider à passer des étapes ou à construire un avenir un peu meilleur? Très sincèrement, je le crois. Vraiment, il faut que la France et l'Europe saisissent ce tournant. On a vu que les États-Unis se sont engagés par rapport à l'IA. Je pense qu'il y a vraiment un engagement très fort politique en disant que voilà, l'Europe, la France doit se saisir de ces enjeux, donc il doit y avoir des investissements, des moyens humains et financiers. Il y a aussi un travail d'acculturation, de démocratisation par rapport à la population française. On parlait tout à l'heure de peur, de suppression de métiers. Je pense qu'il y a un gros travail aussi d'acculturation, de sensibilisation, de formation des acteurs. Donc ça se fait vraiment en amont. Il y a des pays qui sont plus près que nous, pardon ? Les États-Unis déjà, et les pays aussi, Chine, hein, ils sont sensibles à tout ce qui est aux nouvelles technologies, et disons qu'ils sont appuyés derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est peut-être aussi à moins de directives, notamment européennes, enfin je parle pour l'échelle française, mais oui, concrètement oui, donc s'il y a vraiment cet aval politique en disant voilà, on y va, et là il y a le sommet en ce moment de l'IA qui se passe à Paris actuellement, espérons que la France puisse prendre un nouveau tournant là-dedans, qu'on puisse s'appuyer là-dessus, on a une expertise française qui est reconnue au niveau mondial. Par rapport à ça, il faut vraiment que ce soit ancré dans les organisations privées, entreprises, peut être petites PME également. Hein, une petite PME peut se saisir de l'IA pour effectuer le travail d'une grosse entreprise par rapport à ces outils, pour améliorer leurs performances, mais aussi les services publics qui vont pouvoir générer, je pense à l'état civil par exemple, des démarches administratives très chronophages, et bien d'avoir un service public à une carte d'identité qui soit beaucoup plus rapide, un service public plus efficace, ou d'autres services publics pourraient être déployés pour répondre à d'autres besoins du territoire. Et je pense que l'IA, c'est aussi le champ des possibles, ça va être une compétence qu'il faut se doter, et ça peut permettre à n'importe quelle personne, des populations dites éloignées, ou d'autres plus âgés, de se saisir de ça, et peut-être d'impulser une nouvelle dynamique à leur carrière, et à leur personne aussi. Aller chercher le positif dans cette intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place. Et des écoles existent maintenant, notamment une qu'on évoque ce matin avec notre invité Jordan. On évoquera les formations de Live City dans quelques instants. Mais justement, ça fait beaucoup parler, l'intelligence artificielle. La preuve, on en fait même des documentaires sur TV Monaco, L'œil du radar, 4 épisodes, extraits, et on revient juste après. Les algorithmes sont invisibles, liés aux mathématiques, présents partout sans que nous ne sachions vraiment ce qu'ils réalisent. Il y a une part d'inconnu, une perception compliquée. Mais l'algorithme est une vieille connaissance, dont on retrouve la trace à peu près au même moment que l'apparition de l'écriture. Un algorithme, c'est une suite d'instructions simples pour effectuer une tâche complexe. D'accord ? Donc on prend souvent l'analogie avec une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tous, par exemple, faire une forêt noire. Par contre, on ouvre son livre de cuisine, on va à forêt noire, et puis ça va nous donner des suites d'instructions qu'on peut faire. Donc un algorithme, c'est la même chose, mais qui s'adresse, c'est effectivement pas pour faire des gâteaux, des recettes de cuisine, mais pour faire des tâches que l'ordinateur peut faire. Et donc avec ça, il faut lui parler en langage mathématique à l'ordinateur. Dans ce langage spécifique, les spécialistes développent d'autres algorithmes qui permettent à l'intelligence artificielle d'apprendre. Cet apprentissage réalisé, l'IA peut à son tour produire, seule, de nouveaux algorithmes. Ces algorithmes vont par exemple automatiser des tâches, résoudre des problèmes complexes ou détecter un signal faible, c'est-à-dire une information précoce, annonciatrice d'un risque ou d'une opportunité, dans de grosses masses de données, informations indétectables par l'humain. Voilà ce qu'on dit depuis le début de cette émission avec Jordan, notre invité. On se sert de l'intelligence artificielle, on essaie d'en tirer le positif. C'est le cas de cette école, de ce campus qui arrive à Nice. Et on en parle ce matin avant d'arriver à la chronique des animaux de Johanna. Un mot sur l'école et ses formations. Bien sûr. Comment ça se passe ? Qui sont finalement, quel est le profil des élèves qui arrivent chez vous et comment vous allez les former et à quoi ? Pour être très concret finalement. Bien sûr. Alors les profils, ça va de l'étudiant après le bac, puisque ça commence par un bachelor en 3 ans. La rentrée commence d'ailleurs en septembre. C'est donc 3 ans avec un stage de fin d'études. Et encore une fois, les étudiants, principalement des jeunes, issus aussi bien des lycées généraux, mais aussi des lycées professionnels. Parce que l'éthique, effectivement, il faut avoir une affinité en mathématiques.
Mais une personne aussi, elle a une passion pour l'IA, un projet dans l'IA. Et c'est ce qu'on va aussi voir sur les tests, mais sur l'entretien. Donc ça veut dire que des personnes, des fois, qui n'ont pas forcément, ou qui ne comprennent pas forcément l'intérêt de l'école, ça arrive notamment dans les lycées pro, mais que des personnes qui ont une véritable affinité, un projet dans l'IA et qui sont vraiment motivées, qui sont passionnées, on est sensible aussi à ça. Et ce qui fait qu'on a aussi cette éthique dans le recrutement des étudiants. Donc un bachelor en 3 ans, où les étudiants ils sortent avec un bac plus 3, qui est reconnu par l'État, c'est très important, donc c'est une reconnaissance aussi dans le monde du travail. Et les étudiants vont travailler sur la technologie, bien évidemment l'IA, notamment en dernière année. Le côté business, l'IA, qu'est-ce qu'on en fait ? Un gestionnaire de projet, très important, avoir ce côté très, très opérationnel, pragmatique, et cette éthique qui va intégrer aussi le cursus. Les étudiants, pendant 3 ans, ils vont intégrer ce qu'on appelle la clinique de l'IA. C'est super intéressant, c'est comme les avocats, de manière pro bono, les entreprises de Monaco par exemple, de Nice, vont venir déposer une problématique concrète. Et les étudiants, si on prend les bachelors, pendant 120 heures la première année, 120 heures, etc., ils vont travailler dessus concrètement en intelligence collective. Et ça va permettre de restituer des problématiques concrètes aux entreprises. Donc ça montre encore une fois l'aspect très opérationnel des étudiants qui vont développer des connaissances en compétences, mais aussi d'avoir un ancrage territorial très fort. Ça, c'est pour les bachelors en 3 ans. Dès le mois de septembre 2025. Et après, il va avoir 3 Master of Science, le premier en novembre, le deuxième en octobre, novembre, et un en rentrée décalée en janvier 2026. Donc là, une fois qu'on a fait 3 ans après un bachelor, on est largement opérationnel parce qu'on a vu qu'il y avait pratiquement 400 offres d'emploi le mois dernier dans cette région par rapport à l'IA. Il y a un véritable besoin, aussi bien à Monaco qu'à Nice, mais également à Sofia. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un territoire en demande. En demande, donc on parle d'employabilité, on accompagne les étudiants dès l'entretien, on va saisir leur potentiel, effectivement leur affinité par rapport aux mathématiques, mais les accompagner dans leur projet de vie, qui puissent se développer intellectuellement. Au niveau de la connaissance, c'est quand même une école qui est classée top 1 en France depuis la 2e année consécutive. C'est 75% de chercheurs, c'est une excellence académique qui est reconnue. Donc vraiment une expérience professionnelle. C'est aussi, dans l'expérience professionnelle, j'entends surtout la montée de compétences par rapport à des formations très professionnelles, mais aussi la clinique de l'IA et l'employabilité. On a 100% d'employabilité, il faut quand même le dire. Et ce côté aussi, expérience personnelle, ça veut dire ils vont vivre une expérience aussi. Au travers de ces différentes formations. Une fois qu'on a passé ce master, ce bachelor, on peut largement travailler, mais après on peut pousser la réflexion un peu plus loin en se dirigeant vers des Master of Science plus spécialisés. Pour soi, après il y a différents métiers. Il y a la personne plutôt pour faire simple qui va attraper les données. Ça c'est un premier métier. Il y a une personne qui va modéliser la donnée. Et après une autre personne en général qui va plutôt... Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est plutôt prédictif. C'est un peu ça. En tout cas, ça fait réagir. Je vois Stéphane et après Johanna. Les cours sont en présentiel, en français, en anglais? Oui, tout à fait. Alors le bachelor, il est complètement en français. Il est sur 3 ans avec des stages à la fin. Bien évidemment, les bachelors, les Master of Science, ils sont en français. Il n'y a qu'un seul Master Data Engineering qui est en anglais. Et au niveau, c'est formation initiale pour les Master of Science, mais aussi en alternance avec un format qui diffère. Pour le data management, par exemple, c'est 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. C'est ce qui permet vraiment de concilier un équilibre perso et pro. Et certains d'autres masters, c'est le vendredi et samedi, c'est des séminaires, par exemple, aussi. Donc il y a bachelor, master. Et sinon, les professeurs, c'est quel type de professeurs? Est-ce que c'est des enseignants-chercheurs qui sont reconnus à l'échelle nationale mais aussi internationale, qui sont tous qui ont un doctorat et qui sont tous dans la data, dans l'instant de la donnée. On a recruté récemment un professeur en quantique aussi, c'est quelque chose aussi qui va arriver prochainement. Donc, oui. C'est quoi ça? En quoi vous avez dit? En quantique, peut-être ça vous parle? Non, mais je regarde une série en ce moment sur un jeune mathématicien qui travaille sur les nombres premiers, et c'est toute une histoire autour de on est en même temps entre les services secrets parce qu'il veut découvrir comment fonctionnent les nombres premiers. C'est assez passionnant parce que même si moi je suis en une bille en maths, mais par contre ça m'intéresse énormément. Enfin, je trouve ça assez passionnant, les recherches mathématiques. C'est un langage et vraiment, on peut aussi en décliner beaucoup de choses. Vous n'aimez pas les maths, Johanna? Vous n'aimez pas les maths? Alors moi, j'ai arrêté les maths en 4e. Mais c'était un choix personnel. Voilà. Après, effectivement, il faut avoir une affinité par rapport aux maths, mais c'est une lecture d'algorithmes, c'est une autre utilisation des chiffres. Oui, bien sûr, on va au-delà de tout ça, différente. Évidemment. Et juste par rapport à ces diplômes, donc, qui sont RNCP, donc visés par l'État, un bac plus 3 ou un bac plus 5, RNCP 7 pour les Master of Science, on a cette employabilité qui est l'objectif principal, cet aspect très concret, parce que même aussi une entreprise qui dépose une problématique, si le projet il est peu mature, ça va être les bachelors qui vont travailler dessus.
Et si c'est un peu plus mature, c'est plutôt les Masters of Science qui vont travailler dessus pour permettre d'avoir des solutions pertinentes. L'éthique, on la retrouve aussi, c'est important de le mettre en avant, donc cette clinique de l'IA, mais on a aussi le diplôme garanti à vie. Ça veut dire qu'un étudiant, vous venez demain chez nous, vous faites un bachelor pendant 3 ans, et bien pendant 5 ans, votre diplôme, il est recyclé. Vous pouvez venir à l'école gratuitement pour venir vous reformer. Ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi. En continu. En continu. Ça avance tellement vite, donc c'est aussi des petites choses qu'on met en place pour vraiment permettre à tout le monde de monter en compétence. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas parlé comme un étudiant, mon cher Stéphane. Non, mais ça me fait plaisir. Ouais. Vous avez fait venir. Dernière question, Johanna, avant de filer du côté des animaux. Que tu pourrais y aller. Oui, c'est ça. Oui. Quel est le tarif pour cette école-là? Alors, les bachelors, c'est 8 500 € l'année. Ou comme une école normale, quoi. Un petit peu en dessous même que les écoles de commerce dans la région. Et c'est 12 500 sur les Masters of Science. En sachant qu'en général, il y a une alternance et qu'il y a une prise en charge et du coup un salaire. C'est le même prix que les autres écoles, quoi. Oui, même un petit peu en dessous de ce qui se fait. Privé, les grandes écoles, on est bien inférieur que les grandes écoles. Oui. Voilà. Johanna est en forme. Elle va garder la parole parce que cette fois-ci, c'est bon. On va pouvoir parler des animaux. Vous aurez eu 2 lancements pour le prix d'un. Oui, je suis contente. Un tout à l'heure et un maintenant. On continue de vous donner quelques infos sur Ivan City, cette école qu'on met en avant grâce à notre invité Jordan Tournois ce matin. Mais d'abord, les animaux. Ça y est, on y va. Le bon jingle, tout va bien, on est dans l'ordre. C'est parti, Johanna. Alors, Donc, ma chère Johanna, oui. là pour le coup, vous avez poussé les portes d'un salon azuréen. Oui, je vais vous parler donc de la 21e édition du salon azuréen de l'aquariophilie, la terrariophilie et de l'oiseau. Donc c'était à Antibes. Okay. C'était le 1er et le 2 février. Donc il y avait une vingtaine de professionnels et d'amateurs qui ont pu présenter des espèces comme des serpents, des oiseaux, des poissons et des araignées. Donc je vous laisse regarder les images et après on peut en discuter. Mais on peut en discuter, on va en discuter même. Regardez, reportage. Cela fait quelques minutes que le salon a ouvert et une partie du public participe déjà à la bourse aux poissons. Des amateurs et professionnels de l'aquariophilie proposent des espèces rares, comme notamment ce scalaire. De quoi susciter la curiosité des visiteurs. Le but, c'est de découvrir, de discuter avec les amateurs et les professionnels pour pouvoir, si on a envie de se lancer ou si on a déjà quelque chose, avoir des conseils et puis compléter son cheptel. Organisé au Fort Carré d'Antibes, ce 21e salon est un événement que Pascal ne voulait rater pour rien au monde. Passionnée par les serpents, elle ne peut s'empêcher de s'arrêter au stand des reptiles. Il y en a qui ont passion des chiens, des chats. Mon mari, c'est les chiens, ma fille, c'est les chats. Moi, c'est les serpents. J'aime les couleurs, j'aime leur indépendance. Les gens, ils disent que c'est froid, oui, mais c'est agréable au toucher. Je vais essayer de négocier, mais je pense que d'ici demain, j'en aurai un. Aurore travaille avec des serpents depuis plus de 20 ans. Toutes les espèces qu'elle propose sur ce salon sont inoffensives et non venimeuses. Face à un public souvent réfractaire, elle souhaite faire changer les a priori. C'est vrai qu'on essaye de leur expliquer, on les fait manipuler des fois aussi quand c'est possible, pour que vraiment passer au-delà de ça. Et souvent, ils ont une petite peur, des gens qui se disent phobiques et au final, souvent qui repartent avec même parce qu'ils se rendent compte que non, c'est sympa, c'est pas froid, la texture est assez sympa et quand on fait les choses correctement, il n'y a pas de risque, mais il n'y a pas plus de risque de se faire mordre qu'avec un chat ou un chien par exemple. Son voisin Paul est aussi dans la pédagogie lorsqu'il fait découvrir son élevage de menthes et araignées, des espèces souvent incomprises. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de les vendre, effectivement, parce que c'est ce qui nous fait vivre. Mais on aime vraiment sensibiliser les gens, arrêter de tuer, arrêter d'avoir peur de ces animaux qui sont méconnus, parce qu'ils ont leur place parmi nous et qu'ils ne sont pas plus dangereux que n'importe quel autre animal. Alors pour les araignées, on a une espèce qui est vraiment très connue maintenant du grand public, justement. C'est la Phidippus regius qui nous vient des Amériques. Donc c'est vraiment une araignée qui va vivre dans des zones assez ouvertes, plutôt dans des types savanes en fait. Et donc elle va vivre sur les branchages et c'est vraiment une araignée qui a une très bonne vision. Donc elle va sauter directement sur les proies pour s'alimenter. Elle n'utilise pas de toile pour prédater. Et c'est une araignée qui est vraiment sympathique, on va dire, c'est-à-dire qu'on peut la manipuler facilement, c'est pas agressif. On a une petite interaction avec elle, vu qu'elle a une bonne vue, elle regarde vraiment son environnement. Donc c'est ça qui est vraiment sympa et qui contribue à son charme. Le salon fait aussi la part belle aux oiseaux, avec une vingtaine d'espèces présentées, dont la star, le chardonneret élégant. Tout au long du week-end, l'événement a accueilli entre 5000 et 6000 visiteurs. Bon alors l'objectif, le but de l'aquariophilie et de la terrariophilie,
c'est d'essayer de recréer le milieu naturel. Donc Ouais. ça, c'est pour l'aquarophilie. C'est donc d'essayer de recréer le milieu naturel d'un poisson, par exemple. Donc là, ça sera dans un aquarium. Et la terrariophilie, pardon, c'est la même chose, sauf que ça va être dans un terrarium. Et ça va être, par exemple, des serpents. Ok. Voilà. Mais ça sera forcément dans un milieu plus petit que leur milieu naturel. Oui, bien sûr. Voilà. Donc je veux juste me répéter, peut-être qu'on l'a dit dans le reportage, mais il y a environ 5000 Visiteurs. Ouais, qui c'est viennent ce sur qu'on les disait, 2 ouais. jours. Voilà. Donc Non, c'est c'est un énorme. gros carton. Voilà. Et pareil pour les professionnels, donc ils doivent être conformes à certaines lois pour présenter leurs espèces durant ce salon. On a vu des serpents, des araignées, tout ce qui est NAC, là, ça a un côté très tendance il y a un moment. Oui, mais alors il faut quand même réfléchir Ouais. à 2 fois avant d'avoir un serpent chez soi. NAC, nouveaux animaux de compagnie. Exactement. Mais ça reste comme des animaux sauvages pour moi, donc il faut quand même réfléchir à plusieurs fois avant d'acheter un serpent sur Ouais, un coup de tête. Encore Jamais, une fois, faut c'est faire pas un jouet, c'est pas. Exactement. Voilà. On fait pas un petit caprice, on va s'amuser avec un serpent ou une araignée. Et justement, donc l'objectif du salon, c'est aussi donc de découvrir, de discuter avec les professionnels et les amateurs sur les espèces présentes, justement pour poser ce genre de questions, et aussi donner une autre image au public des animaux présents, comme par exemple aux araignées. Et une araignée, c'est pas parce que souvent les personnes ont peur des araignées, mais c'est pas forcément plus dangereux qu'un autre animal. D'accord. Voilà. Mais ça fait peut-être plus peur qu'un autre animal. Ouais, mais pour on a autant, vu la petite araignée, il l'a dit le monsieur, elle avait beaucoup de charme. Oui, c'est exactement. Vous la trouvez jolie, la petite araignée? Elle est charmante. Ah là. Mais j'irais plus vers les oiseaux. Elle te suit du regard en plus. Oui, Oui, exactement. en plus, voilà, mais bien sûr. Comme la Joconde. Comme la Joconde. Merci Johanna Je vous en prie. pour ce focus. Restez avec nous dans un instant. Elle est là, regardez, elle a du charme, elle nous regarde. Ah, j'ai cru qu'elle était là, la Joconde. Cette araignée. La Joconde, non, la Joconde n'est pas là, l'araignée non plus, ma chère Johanna. Dommage, hein, j'aurais Il n'y a aimé voir la Joconde. que des images. Dans un instant, c'est Thierry Messnage qui va venir nous regarder dans les yeux aussi pour nous faire jouer, puisqu'on termine chacun de nos petits déjeuners avec l'instant quiz. Il arrive dans un instant, l'ami Thierry. Mais d'abord, Jordan Tournois, vous êtes directeur du développement d'Ivan City. Le projet, enfin déjà, on va dire que vous êtes focus sur Nice, évidemment. C'est l'actualité à court terme. Mais on l'a évoqué à demi-mot tout à l'heure. L'objectif pour un établissement comme celui-ci, c'est une fois d'être bien installé ici en France, d'aller faire un peu de charme aux voisins européens, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est d'abord sur le court terme, c'est d'abord de répondre à un besoin. C'est ça. Il y a un besoin local qui est très fort. On parle de Sofia, mais Nice, mais également Monaco. Que ce soit les étudiants qui deviennent des futurs experts en ce domaine, qui puissent avoir un impact pour le territoire, mais aussi les petites PME. Je vous rappelle aussi qu'on n'a peut-être pas parlé, mais on a une offre aussi professionnelle, ouais, bien sûr. B2B, B2C, qui va permettre aux entreprises d'être formées, d'être accompagnées pour effectuer leur transformation aussi, pour pouvoir affronter ces futurs défis actuels économiques, mais également de la société. Donc on accompagne aussi les professionnels, c'est important de le dire. Ça, c'est plutôt la volonté sur le court terme d'être vraiment une école d'excellence à Paris, mais si l'école d'excellence locale par rapport à ce domaine-là, Ouais, on accompagnera et si bien les étudiants que les professionnels. Et de sur devenir à l'international. Un projet un peu plus moyen terme, c'est de venir avec ce positionnement transfrontalier, Nice, Monaco, Italie, une envergure plus européenne avec éventuellement une ouverture internationale un peu plus tard, bien sûr. Merci Jordan Tournois d'avoir Merci à vous. participé à ce moment avec nous, de nous avoir donné toutes les infos sur Ivan City. On vous invite à vous renseigner également sur Internet, les réseaux sociaux. On parlait d'intelligence artificielle, forcément on va être assez connecté à tout ça. Lui, il n'est pas très connecté. En revanche, quand il est sur ce plateau, il n'y a rien d'artificiel. Enfin, je crois pas. Thierry Messnage arrive et on joue à l'instant quiz. Avec le petit buzzer qui va bien, Jordan. Mon cher Thierry, entrez. Pourquoi vous voulez faire de la place? J'ai dit... Non, tu veux? Non, vous n'êtes pas très connecté, mais installez-vous parce que... vont me prendre pour un dinosaure, je Non. Johanna Antibes. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Installez-vous, mon cher Thierry. Jordan, Oui. je vous explique ce qui va se passer quand Thierry est là. C'est 3 Très questions. bonne émission, j'ai vu. N'est-ce pas? Je pense que vous reviendrez. 3 questions vont nous être posées, qui ont un rapport de près ou de loin avec ce qui s'est passé ce matin. Il y a 2 équipes. Johanna et Stéphane vont faire équipe et nous, on va faire équipe ensemble. Et comme ce sont des questions de rapidité, il faut buzzer. Ça marche. Et vous avez sur ce plateau une personne qui est la personne la plus mauvaise joueuse que je connaisse. lui-même. Et je ne veux pas donner de nom, mais ça commence par Jo et ça finit par Anna. Allons-y. Thierry, on vous écoute. C'est pas faux. C'est mauvais joueur. Ah mince, bon, on a... J'aime gagner. Oui, voilà. J'aime gagner, c'est différent. On aime gagner ou on n'aime pas perdre. Voilà, ça, voilà. Il y avait Exactement. justement, puisqu'on en parle, Oui. de Johanna. Oui. Oula. Jojo. Les petites bêtes, les petites bébêtes. Oui. Avec Johanna au salon de l'aquariophilie et terrariophilie d'Antibes. Il le dit bien. Magnifique. Oui, oui.
Vous savez, j'ai joué au Scrabble hier soir, je les ai alignés 2 fois. J'ai gagné la partie, j'ai plus d'amis. En fait, ils sont partis avant la fin. Donc, ouais. On y trouve notamment des serpents, des nacs. Vous savez, ces nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Alors écoutez bien, à propos de serpents, le premier qui me trouve le nom de ce célèbre python remporte un point. Regardez. Mais c'est le méchant dans. Non, c'est Mowgli. l'île de la jungle. C'est le méchant Oui, mais moi j'ai le nom du serpent. Ah non. Il s'appelle pas K. K, oui. Oh super, oui c'est ça, c'est K. Bravo, c'est K. Mais alors là, par Et exemple, confiance. comment tu fais pour se souvenir? Comment je fais? Alors, vous voulez une réponse? Puisqu'on raconte nos vies. J'ai oui, montré c'est- le livre de la jungle à mon fils il y a Moi 15 aussi, jours. je le lis tous les jours, le livre de la jungle. Voilà. Et je m'en souvenais pas. Je l'avais aussi. C'est pas grave. Voilà. Équipe. On peut les laisser Non, là, bravo, s'équiper, aller se boire un bravo, café, alors. Jordan, s'il vous plaît. Hein Avec plaisir. Bon. Merci. K, voilà. On va surveiller. Moi, je le savais aussi, parce que j'avais une Ford qui portait le même nom. Voilà. Bon, vous comprenez qui pourra, évidemment. On l'avait. Donc, un point pour Seb et un point pour Jordan. Pas mal. Bien, effectivement, il s'agit de K et confiance. Voilà, avec Mowgli. La Pampa avec Stéphane. Merveilleux film. Je sais que ça a été votre coup de cœur, parce que vous me le racontez souvent au bureau. La Pampa, vaste région d'Amérique du Sud, qui englobe donc une partie de l'Argentine. Voilà, vous voyez, l'Argentine, le Brésil, puis l'Uruguay également, dont je vous demande la surface de la Pampa. Non, de la Pampa totale, qui s'étale sur 3 pays au moins. Ça se compte en centaines de milliers de kilomètres carrés, évidemment. 300 000. C'est beaucoup plus. Allez. 800 000. C'est à moins. Je peux Vas-y. Allez-y, mon 650 000. C'est plus. Ok. 700 000. C'est plus. Notre invité a buzzé. Jordan. 750. C'est une excellente. Mais je l'ai dit, Bien joué, Jordan. Jordan a buzzé. Jordan a buzzé. J'ai dit 750 000. Oui, mais tu n'avais pas buzzé. Si, j'ai buzzé. T'as buzzé, mais non, mais attends, d'abord tu buzzes, je te donne la parole, mais là, Jordan a buzzé. En fait, C'est vous pas savez ce cool, qui s'est hein. passé, Johanna? Vous avez buzzé, vous avez donné une mauvaise réponse. Non, j'ai dit 750, et après, j'ai au rebuzzé moment d'un où vous coup. avez rebuzzé, il avait déjà buzzé. Oui, je sais, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est bien de le reconnaître, en tout cas. Oui, Vous mais faites moi, beaucoup de j'avais quand même progrès. la bonne réponse. quand Vous même. aviez la bonne réponse, Voilà. mais trop tard. Donc ça fait 1-1. Mais c'est bien de le reconnaître, ça fait quand même 2-0. Tout va bien, Jordan. On peut avoir 2-1 au On moins. va passer une bonne journée. Ouais. Et je rappelle, je voudrais le préciser, que selon un sondage, nous sommes l'émission où l'on buzz le plus. Voici donc la dernière question, puisque nous sommes... C'est gratuit. Oh, remettez pas une pièce, Stéphane. non, Thierry, non, enchaînez. Non, mais j'ai compris, Vous mais avez c'est une à vague ce idée drôle. de... Non, mais Vous avez une vague idée de son passé audiovisuel, hein, Stéphane, avec tout ça. Bon, nous sommes le 12 février. Et c'est le 12 février 1986 que François Mitterrand, alors président de la République française, signe aux côtés du Premier ministre britannique de l'époque l'accord qui permettra la construction du tunnel sous la Manche. Mais qui était le Premier ministre de la Je l'avais. Oui, allez. Bien évidemment, il n'a oui. pas attendu la fin de la question, mais ça lui fait quand même un point. Ça fait un point Bien pour Jordan, sûr. pour Stéphane. Voilà. Jordan. Mais néanmoins, la victoire est pour Ouais. vous, Jordan, et pour vous, Seb, et je vous félicite tous les 4. Ouais, je comprends. Voilà. Merci beaucoup. Comment? Je sais pourquoi tu l'avais, mais. Pourquoi je La l'avais? réponse. Ben, je l'avais parce que Margaret Thatcher, Mitterrand, il y a Oui. même une superbe chanson de Renaud à l'époque sur Margaret Thatcher qui avait fait beaucoup de bruit. Merci mon cher Thierry. Mais je vous en prie, j'ai même une suggestion. Pourquoi ne pas commencer l'émission avec le quiz dès qu'il y a Jordan? Ça vous laissera de savoir combien il vous reste de temps pour le reste de l'émission. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Merci mon Thierry. Jordan, merci encore d'avoir passé le moment avec nous. Merci à vous. Ivan City, on remercie toutes les équipes et n'hésitez pas à aller jeter un œil sur Internet pour avoir toutes les informations. On vous partagera tout aussi sur les réseaux sociaux. Thierry, à demain. Avec plaisir, mon Seb. À demain. Bonne journée. Stéphane, Johanna, à très bientôt. Merci à tous les deux. Merci de votre fidélité à Ça va le faire, votre rendez-vous du matin. On se retrouve également sur les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Instagram, savalefaire.tvm. Pour les replays, si vous avez raté un petit bout ou le quiz, ça se passe sur tvmonaco.com. Ce soir, sur TV Monaco, 19h15, Ambre Stalder et ses équipes. Et nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Passez une belle journée. À demain.